Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la 4e fois, pour le 4e Job Dating organisé par le CEF6, c'est le Cercle des femmes de la cybersécurité, et notre partenaire Cyberjob. Job Dating Femmes et Cyber, un événement qui a de plus en plus de succès, en fait, on a remarqué. Cet événement d'un salon de recrutement, nous vous avons rencontré des candidates et des candidats aussi, on est aussi ouvert aux hommes aussi, et des entreprises qui recrutent dans le domaine de la cybersécurité. Mais avant de démarrer les entretiens one-to-one qui vous attendent cet après-midi pour le recrutement, nous allons d'abord commencer par des tables rondes pour échanger ensemble sur la situation de la femme, la position de la femme dans la cybersécurité, comment les attirer, mais surtout les entreprises partenaires de cet événement, comment font-elles pour attirer plus de femmes, les garder et puis surtout les faire évoluer. Pour ceci, j'ai le plaisir de recevoir Cécile Eva de Bonjour. Soprasteria. Et puis Nathalie Hereda qui essaie de se connecter, d'où le retard, et je suis désolée des 5 minutes de retard. Nathalie qui essaie de se connecter, de BNP Paribas. On va commencer le temps qu'elle arrive. Cécile, je suis ravie de te rencontrer. Est-ce que tu peux te présenter ce que tu fais tous les jours en tant que cyberwoman chez ton parcours? Vas-y. Ok. Alors, il y a la version simple et il y a la version longue. La version simple, c'est que je peux gronder les développeurs quand ils sont pas sages. Bien. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, je plaisante, hein, je gronde absolument personne. Par contre, donc, mon travail aujourd'hui, à l'heure actuelle, ça consiste à, d'une part, à expliquer aux développeurs ce qu'il faut faire pour coder de façon sécurisée. Via des formations ou des outils en ligne comme Checkmarks notamment, qui est notre outil phare qu'on utilise à Sopra, mais pas que, loin de là. Et l'autre partie, ça va consister à développer moi-même des outils de sécurité ou des connecteurs entre outils de sécurité de façon à simplifier la vie des développeurs dans le domaine de la sécurité. Voilà, en fait, la version un peu plus longue, peut-être ton parcours, comment tu es arrivé aujourd'hui à ce poste-là et quels sont, comment dire, ton parcours au niveau de l'école, mais surtout si tu as des certifications ou des formations particulières. Alors, ça s'est fait vraiment sur le tas, en fait. J'y suis entrée graduellement, petit à petit, hein. Je n'ai pas eu de transition vraiment marquée dans mon parcours, mais je suis partie de quelque part assez inhabituel, et puis ça s'est fait vraiment avec une transition très douce. C'est-à-dire que j'ai commencé par une licence de biologie. Hein, ma spécialité à la base, c'était plutôt l'écologie et l'évolution. Puis après, je me suis rappelé que j'aimais bien les ordinateurs. J'ai fait un master de bioinformatique et biostatistique. Je me suis dit que j'aimais vraiment bien les ordinateurs et tout ce qui était développement. Donc à partir de là, je suis entrée dans l'informatique générale. De là, j'ai dit, je veux développer. Bon, il y a des gens qui ont été assez fous pour me laisser faire. Voilà. Ouais, il faut là, être fou, ouais. voilà. Et de là, à ce moment-là, Sopra m'a rencontré via un sous-traitant parce qu'il cherchait quelqu'un avec des compétences spécifiques pour un projet de développement qui s'avérait être pour un SOC. Donc un Security Operations Center, là où le gros de la magie opère pour protéger un grand réseau, où les gens font des investigations pour comprendre pourquoi est-ce que le PDG a essayé de se connecter depuis la Chine à minuit à 15 août, par exemple. Voilà, ce genre de choses. Donc à partir de là, ça s'est fait progressivement. Quand la mission était terminée, j'avais déjà travaillé pour le SOC depuis 2 ans environ. Et là, quand on m'a proposé d'embarquer ensuite sur la sécurité applicative, en fait, j'avais un profil qui était déjà pas mal. Donc, l'équipe a ensuite aidé sur place, m'a aidé à monter en compétences sur les domaines exactement de la mission. Puisque là, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les développeurs des équipes de développement lambda sur tout et n'importe quoi à comprendre quelles sont les zones où le logiciel est plus vulnérable et comment limiter le risque de vulnérabilité avant que le logiciel soit édité et mis en service. Je suis vraiment épatée par ton parcours de biologie à pentesteuse. Alors en fait, je ne suis pas pentesteuse, hein, c'est encore un autre job. Ah oui. Par contre, il y a un truc où la biologie m'a quand même bien servi. C'est une certaine philosophie de ce que j'appellerais du chaos.
du chaos et de l'aléatoire. C'est-à-dire que, comme on est déjà dans un milieu en biologie qui est extrêmement intriqué, avec des exceptions de partout, et sur des éléments simples et communs, on arrive à des choses extrêmement complexes juste parce qu'on ne peut pas rattraper forcément les erreurs antérieures. C'est une situation qui en fait ressemble beaucoup à ce qu'on trouve dans la sécurité, où c'est rarement simple, ou à partir d'éléments simples, on arrive toujours à une situation complexe. Ça donne une philosophie qui permet, je pense, d'aborder les choses de façon assez sereine par rapport aux événements, ce qui permet ensuite de se concentrer sur comment trouver une solution, et si possible, une solution qui soit un bon compromis entre sécurité, mais également sur l'ergonomie pour les utilisateurs. D'accord, parfait. Donc, Cécile, tu vas nous parler encore de toi, mais je suis vraiment ravie que Nathalie ait enfin réussi à nous rejoindre après les petits soucis techniques. On vient juste de commencer. Et Nathalie, si tu peux te présenter et puis présenter ton poste actuel, ce que tu fais à la BNP. Et on la perd de nouveau. On l'a perdu. C'est pas grave, elle va revenir. Je crois que les postes de travail sont assez bien configurés. Et d'ailleurs, j'en profite pour me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, Nassira Selvan. Je suis RSSI au ministère de l'Intérieur et je suis aussi fondatrice et présidente du CEF6, Cercle des femmes de la cybersécurité, une association créée en 2016 pour aider les femmes à s'épanouir, à venir vers la cyber. On leur fait découvrir la cybersécurité, et aujourd'hui, on est presque 400 adhérentes. C'est une vraie famille et de l'entraide, et on a un programme très, très, très important, aussi bien en termes de formation, de mentorat, d'accompagnement. On organise aussi les job dating comme aujourd'hui, le trophée de la femme cyber. On a publié le livre « Je ne porte pas de suite à capuche, pourtant je travaille dans la cybersécurité » et on prépare le tome 2. Eh bien, tu vois, Nathalie, j'ai occupé un peu avant que tu arrives et je te laisse la parole. C'est très, très compliqué. Je suis désolée, vraiment. Donc, je me présente vite avant d'être déconnectée, mais j'espère pas. Donc, moi, je suis Nathalie Rada. Je travaille dans le groupe BNP Paribas et plus particulièrement BNP Finance. Donc, moi, je suis ingénieure cyber depuis peu. Voilà, je gère les activités de sensibilisation, notamment pour tous les collaborateurs de BNP. Et je travaille aussi sur le DLP pour contrer les fuites de données. Mais parfait, merci beaucoup Nathalie. Je suis ravie d'avoir 2 parcours atypiques autour de cette table ronde. Donc, mesdames qui êtes autour de cette table ronde, qui êtes présentes, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Donc, on va d'abord débattre de quelques sujets, des petits sujets toujours autour de présence des femmes dans la cyber. Et par la suite, on prendra vos questions. Cécile, elle est avec nous. Je reviens, Nathalie, à toi pour savoir si tu peux raconter ton parcours en 2-3 minutes pour arriver à ton poste. On a préparé la table ronde ensemble et j'étais, comme pour Cécile, épatée par ton parcours jusqu'à arriver à la cyber. Atypique. Mon parcours, effectivement. Donc, moi, j'ai un début de carrière en tant que secrétaire, puisque j'ai fait mes études dans le secrétariat. Donc, j'étais assistante de direction pendant 10 ans à l'IT. Voilà, j'étais quand même dans le monde de l'IT, mais assistante de direction. Puis après, j'ai profité d'opportunités de réorganisation du service et j'ai fait de la formation aux collaborateurs pendant 10 ans encore également. Et puis, le poste a été fermé, puisque les gens qui rentraient étaient de plus en plus connectés, avaient des postes de travail, voilà, et par rapport aux études, ils étaient plus aguerris avec l'informatique. Donc, une fois que mon poste a été fermé, on a perdu, encore un problème technique.
Oui, pas de souci. Le temps qu'elle revienne. Cécile, j'ai envie de te poser une question, cette fois-ci pour avoir ton avis en tant que femme dans la cyber, les enjeux actuels de la cyber, et puis aussi, on a bien vu avec la crise cyber, plutôt les différentes crises cyber, donc l'actualité ne manque pas tous les jours de nous apprendre les différentes attaques, le manque de compétences. À votre avis, quelle est votre analyse sur cette situation? Nathalie vient de revenir. Désolée, hein, ça va être compliqué. Allez-y. Ok. Non, voilà, je reviendrai vers toi très vite, Nathalie. Juste le temps à Cécile de répondre à la question, d'analyser la situation avec nous. Alors, sur le manque de compétences de façon générale dans le milieu de la cyber, Oui. alors, Et malgré les enjeux actuels. ah oui. Oh, bah, c'est très simple, hein. Pour moi, là, comme ça, il faudrait peut-être confirmer avec un sociologue, mais je verrais bien deux facteurs principaux. Le premier, c'est qu'on manque déjà d'informaticiens de base, donc pour les milieux très spécialisés, forcément, c'est quelque chose qui est renforcé. Ensuite, le milieu de la sécurité informatique, je pense, est quand même victime d'un syndrome de l'imposteur qui, à mon avis, est pas négligeable. C'est-à-dire que le premier contact que les gens ont avec la cybersécurité, généralement, ça va passer par les films et la littérature. Donc, demander au grand public ce qu'évoque, je sais pas, on va dire vulnérabilité, intrusion, hacking. Ils vont vous répondre probablement Matrix, Mister Robots ou le neuromancien pour, on va dire, les plus érudits. Bon, donc tout ça, ce sont de très mauvaises sources d'informations, puisque tout simplement, déjà, il faut commencer à mettre les mains dans le cambouis. Après, voilà, finalement, on se rend compte qu'on n'est pas plus, nous les personnes qui travaillons dedans, n'est pas plus bêtes ni plus intelligents en fait que le reste de la population générale. Et que je pense que ça crée un certain complexe où on s'imagine qu'on va débarquer quelque part et avec des lunettes noires et justement le fameux suite à capuche, alors que non, en réalité, c'est quand même un peu plus détendu que ça. C'est-à-dire que souvent, les failles de sécurité les plus graves sont en réalité les plus simples à corriger. C'est comme si je vous expliquais que oui, quand vous avez un coffre-fort dans une banque, il faut penser à mettre une vraie porte et si possible la fermer et donner le code uniquement aux personnes autorisées. Bon, voilà, ça a l'air simple. L'équivalent informatique qui va être de construire correctement, par exemple, son identification, de la donner à la bonne personne, de la paramétrer correctement sur le réseau, mis bout à bout, c'est des opérations en fait qui sont pas très compliquées, que souvent d'ailleurs les gens font, mais souvent c'est des petits détails à la chaîne où c'est pas vérifié et où là par contre on va trouver des irrégularités. Et c'est en fait dans ces trous de surveillance qu'un hacker pourrait éventuellement faire quelque chose. Mais c'est absolument pas de la magie noire. Au contraire, c'est des choses qui sont extrêmement simples et qui doivent être vulgarisées auprès du grand public. À partir de là, les gens pourront se dire plus facilement, je pense, ok, on peut aller vers la cybersécurité parce que oui, il y a des besoins, notamment d'automatisation réseau, et puis dev aussi, mais voilà, je pense qu'il faut vraiment continuer à vulgariser et sortir de l'idée que oulala, c'est un truc très compliqué. Oui, merci beaucoup Cécile. Nathalie, j'ai une question pour toi. La cybersécurité existait, le mot cybersécurité à la mode, mais la sécurité des systèmes d'information depuis plusieurs années. Ça peut faire peur, mais quel était ton déclic en fait? Alors moi, en fait, j'ai profité d'une opportunité quand j'ai été rachetée, ma société a été rachetée par BNP Paribas. J'étais un petit peu en cours de flottement par rapport à mon job en cours et j'ai eu il y a une formation qui a été proposée dans la cybersécurité et notamment pour que des femmes puissent s'y inscrire. Ça, c'était important. Ils voulaient absolument qu'il y ait la parité entre les hommes et les femmes. Donc, il y avait des portes ouvertes et j'ai profité de cette occasion et j'ai eu la chance d'avoir une formation de 18 mois autour de la cybersécurité, de passer différentes certifications dans la cyber. Et voilà, donc ça a été plutôt l'opportunité, on va dire, qui a fait que je me suis dirigée vers ce poste. Mais avant de faire cette formation, moi, je me suis bien
renseigner d'abord qu'est-ce que c'était la cybersécurité, quels étaient les métiers qu'on pouvait trouver dans la cybersécurité. C'est un petit peu loin de moi tout ça par rapport à mon parcours. Bien sûr, Et c'est grâce à ces renseignements pris, à mes collègues, que j'ai pu voir que moi aussi, j'avais ma place à faire dans la cyber et à bravo. proposer tous les atouts en fait que j'avais accumulés toute mon expérience. Eh bien, puisqu'on a encore, on n'a pas de souci de coupure technique, j'en profite pour te poser une autre question. Est-ce que tu as rencontré des difficultés, justement? Alors oui, Parce que là, quand on commence ce que tu disais, secrétaire aujourd'hui, tu as un super poste dans la cyber. C'est vrai que plusieurs femmes ou jeunes femmes vont certainement s'identifier à toi. Est-ce que tu as rencontré des difficultés? alors oui, franchement, au début, j'ai eu pas mal de difficultés, notamment liées à la technique, puisque moi, j'ai pas de background technique, même si j'ai baigné dans l'IT par mes différents postes, j'entendais bien sûr, mais voilà. Donc au début, quand j'ai fait les formations et quand elles abordaient des sujets un peu techniques, quand on voyait le côté de l'attaquant avec des lignes de code à rentrer, etc., ça a été très compliqué, mais moi, je me suis fait aider de mes collègues qui étaient déjà dans le métier. J'ai tenu bon, j'ai travaillé, j'ai beaucoup aussi apporté de travail personnel, puisqu'en fait, quand j'avais décidé de rentrer dans cette formation et d'en faire mon métier, j'ai mis tous les atouts de mon côté. J'ai bossé, je me suis fait aider. Donc, grâce à mes collègues, au groupe, la force du groupe et mon travail personnel, parce que j'ai beaucoup travaillé, j'ai réussi. Et aujourd'hui, je suis très fière du parcours que j'ai fait. Bravo. Très, très contente d'avoir intégré cette équipe cyber chez BNP Paribas. Mesdames qui êtes autour de la table, de cette table ronde, posez toutes les questions à Nathalie, toutes les questions qui vous passent par la tête, parce que là, on a avec nous une femme, malgré les difficultés, qui est arrivée aujourd'hui. C'est vraiment un rôle modèle et c'est ce rôle modèle qu'on veut présenter de façon à attirer plus de femmes. Et d'ailleurs, Cécile, j'ai une question pour toi. On essaie d'attirer plus de femmes vers cette filière à travers ce qu'on fait là, en l'occurrence, à présenter des rôles modèles. Ton point de vue en tant que femme qui exerce depuis quelques années dans la cyber, qu'est-ce que tu apportes, toi? Que peuvent apporter les femmes à cette filière? Alors, c'est une question très compliquée parce que j'ai envie de dire qu'on est tous des individus, donc à partir de là, ça va être compliqué de faire des généralités qui oublient personne. Alors, je pense que ce qu'on peut essentiellement dire, c'est que la cybersécurité, c'est un milieu qui est en constante évolution et où surtout, comme on va être toujours dans une dynamique, on va dire un peu de gendarmes et de voleurs, où à chaque fois, il faut penser toujours à un petit truc auquel on n'aura pas pensé avant. Être trop guidé sur une solution, le nez sur sa routine, c'est quelque chose qui va mener forcément à louper un truc à un moment. Donc, en fonction de sa spécialité dans la cybersécurité, ça va être plus ou moins embêtant. Mais l'idée, c'est vraiment de garder l'esprit ouvert et d'essayer de vérifier le maximum de choses différentes, par exemple. À partir de là, ça veut dire que plus on a de profils différents, plus on a de chances de penser à aller regarder le petit truc qui sinon aurait pu poser une vulnérabilité, par exemple. Si par exemple quelqu'un pense à sécuriser et à mettre un mot de passe bien solide sur toutes les applications d'une société, peut-être que la même personne n'aura pas pensé vérifier tout ce qui était tentative de phishing. Peut-être qu'elle n'aura pas pensé non plus à aller sécuriser Firewall. C'est pourquoi c'est vraiment un travail d'équipe où c'est plusieurs en fait spécialités qui vont travailler les unes avec les autres et où pour ça avoir plusieurs profils différents, ça va être quelque chose d'essentiel et surtout toujours garder l'esprit ouvert pour aller chercher à chaque fois la petite bête, le truc où ça n'aura pas été marqué dans le manuel, mais on se dit tiens, si éventuellement je repère ça, même si on ne me l'a pas demandé, peut-être qu'avec ça, on peut faire ceci, et à partir de là, il faut peut-être penser à mettre quelque chose à cet endroit-là, en fait. Ça va vraiment être cette dynamique-là. D'accord. Est-ce que le fait
Comme tu le disais tout à l'heure, d'avoir eu un parcours dans la biologie, est-ce que tu as réussi à t'intégrer dans une équipe, ou souvent ces équipes cyber majoritairement masculines? Alors oui, parce que de toute façon, on est dans un milieu informaticien, donc ce qui respecte de toute façon, c'est les gens qui veulent apprendre et qui donc vont s'intégrer en fait à ce niveau-là. Donc en plus dans la sécurité en particulier, ça va être des profils où généralement ils sont très curieux et contents de partager leurs découvertes, dans la mesure du légal évidemment, mais où avoir des discussions techniques très intéressantes avec des collègues qui vont vraiment être poussés et qui sont curieux et ouverts d'esprit, c'est quelque chose, oui, où j'ai toujours eu un très bon état d'esprit avec les équipes sécurité, c'est-à-dire que c'est des milieux où il faut être curieux. À partir de là, l'intégration, en fait, se fait plutôt bien. Voilà, à D'accord. partir de là, c'est assez facile j'ai toujours trouvé très facile d'avoir des valeurs communes, en tout cas, dès le départ, avec mes collègues. Oui, ce qui me laisse passer à la question suivante. Que vont faire vos entreprises pour attirer plus de femmes, pour les garder et surtout faire évoluer? Nathalie, il y a un large programme de féminisation de l'IT à la Oui. BNP. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, déjà, effectivement, d'ici 2024, le groupe BNP Paribas souhaite recruter 1000 femmes dans l'IT. Donc, ils ont un CV, plan. mesdames. Et donc, il y a un plan Oui, allez-y. qui va s'articuler autour d'Axe, c'est intensifier le recrutement donc externe de femmes dans la technologie, mais également en interne, c'est encourager la mobilité des collaboratrices non IT vers l'IT. On veut aussi renforcer le développement des compétences des femmes, développer un environnement de travail inclusif et lutter contre le sexisme. Ça, c'est vraiment un des credos du groupe BNP Paribas. Identifier également et faire grandir déjà des leaders IT femmes, pour les faire monter à des postes de responsabilité. Et puis mettre en avant les femmes de la technologie au travers d'événements internes comme externes aujourd'hui pour susciter des vocations. Donc voilà. Et après, pour susciter ces vocations, ils vont utiliser plusieurs piliers. Donc le groupe va aider des femmes à franchir le pas, comme par exemple pour moi, j'ai pu bénéficier d'une formation qui avait un coût malgré tout, et malgré, je veux dire, mon âge et l'expérience que j'avais et d'où j'arrivais, ils n'ont pas hésité donc à me faire franchir ce pas. Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre aussi? Ils mettent en avant des collaboratrices, des rôles modèles, un petit peu comme aujourd'hui, pour qu'on puisse s'en inspirer, pour qu'on puisse faire partager nos parcours et notre métier. Voilà, donc on participe aussi, on a des événements comme Women and Girls in Technology qui sont co-organisés avec d'autres partenaires associatifs et qui sont retransmis tout au long de l'année pour le grand public. Oui, très bien. Riche programme, c'est formidable. D'ailleurs, Cécile, et je te pose la même question, sachant que Sopra Steria est sponsor, je veux dire, est partenaire du CEF6 depuis des années et nous aide dans nos objectifs pour plus de féminisation, pour plus de femmes, plus de présence et plus de leadership dans la cyber. Est-ce que tu peux nous dire deux mots de la politique de Sopra en matière on va dire, de parité ou d'inclusion, surtout de façon globale? Alors, là-dessus, voyons voir. Déjà, participation Women in Cyber avec notamment nos supérieurs qui nous soutiennent et qui encouragent l'initiative. Donc, c'est quelque chose pour lequel on a eu du temps dédié de faire la promotion également, de montrer déjà qu'on est là, on a toujours eu du temps disponible, par exemple, pour préparer ce type d'événement déjà et s'organiser. Donc, c'est vrai qu'il y a une vraie recherche
d'essayer d'engager plus de femmes du côté de Sopra Steria. Après, j'aurais bien aimé que les RH soient là peut-être un petit peu pour détailler, mais là-dessus, c'est quelque chose où tout du long, où on a été toujours assez actif et plutôt visible. Voilà, c'est déjà pas mal, moi je pense. Voilà. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, C'est vrai c'est ça. on a beaucoup d'adhérentes au CEF6 qui viennent de Sopra et sont très actives et je vois ce que fait la DRH sur ces sujets. C'est franchement, moi je suis contente de vous recevoir vous toutes les deux aujourd'hui et j'aimerais Nathalie te poser une En- autre question. Pardon, Cécile, tu voulais Oui, dire en quelque tout cas, une chose? dernière chose, c'est quelque chose qui tient vraiment à cœur, donc en tout cas de nos superviseurs côté Sopra I2S, hein, c'est-à-dire la sous-entité de Sopra qui est spécialisée dans la cybersécurité, où à chaque fois, même dans les grands bilans annuels où on présente les résultats de l'entreprise, la parité homme-femme, je crois que c'est quelque chose qui est systématiquement abordé à un moment où à chaque fois les chefs reviennent sur les chiffres, donc c'est quelque chose dont ils ont vraiment conscience. Ah oui, d'accord. Donc c'est pas mal. Mais justement, Nathalie, je pense que ton profil, je suis en train de lire en même temps sur le chat, profil pour toutes les deux. Et Nathalie, qui a démarré quand même, il faut le dire, un parcours impressionnant. Est-ce que comment tu as réussi en fait? Et quel était, si tu as un conseil à donner à ces femmes qui sont en train de t'écouter aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux leur souhaiter? Et quel conseil tu pourrais donner pour qu'elles puissent, pour que ces jeunes femmes ou les femmes en reconversion puissent ou qu'elles souhaitent rejoindre la filière? Alors moi d'abord j'ai envie de dire c'est oser parce que au départ moi je me suis moi-même mis un frein quand j'ai vu cette formation qui était proposée aux collaborateurs. Je me suis dit bah, j'ai rien à faire là-dedans. C'est plutôt pour des jeunes qui ont un background technique. Déjà j'avais plein d'idées préconçues. Donc surtout il faut arrêter d'avoir ces idées, ces préjugés. Donc, moi, j'ai envie de dire, osez. Si vous avez envie, bah, croyez en vous et puis allez-y. Donc, ne pas hésiter aussi à se renseigner, comme je l'ai fait. Donc, ça a été ma démarche personnelle avant de m'inscrire dans cette formation. Pour être certaine que je faisais le bon choix, il fallait que j'interviewe des collègues qui faisaient déjà ça, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, moi, j'ai été à la pêche aux infos. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait voilà, qu'on n'était pas obligé d'être très technique. Bien sûr qu'il faut comprendre tous les dessous de la cyber et comprendre comment on peut faire des attaques, par quel biais on peut rentrer et ce qu'on peut mettre en place pour nous protéger. Mais une fois qu'on a compris tout ça, on n'a pas besoin d'être toujours très technique pour répondre aux besoins des métiers et des activités qu'il y a dans la cybersécurité. Moi, je fais plutôt de tout ce qui est sensibilisation aux collaborateurs. Je me fais aider de mes collègues comme Cécile, sont plus techniques et vont m'aider à faire passer des messages. Et moi, j'ai travaillé dans la formation et ça m'a beaucoup aidé. Aujourd'hui, dans mon métier actuel, je m'en sers voilà, tous les jours. Donc, il faut, une fois qu'on a décidé, qu'on a cette envie, voilà, il faut oser, Faut on y se aller. renseigne Faut y et puis aller. on peut rentrer par plein de portes différentes. C'est ça qui est intéressant. Donc, on peut être très technique, avoir fait des écoles d'ingénieurs, et puis bah, on y rentre un petit peu plus naturellement, mais il y a plein d'autres portes possibles pour rentrer dans cette filière cybersécurité. Cécile, merci beaucoup Nathalie. Cécile, pareil, je te pose la question, comment réussir? Aujourd'hui, moi, je suis ravie d'avoir avec moi deux femmes qui sont aussi épanouies que moi dans la cyber. Et Cécile, comment tu as réussi et quel conseil tu peux donner aux autres femmes qui souhaitent bien sûr venir vers cette filière, vers des métiers de cette filière et comment réussir? Est-ce que tu as un petit quelque chose à leur dire?
Alors, ça dépend exactement d'où on vient, c'est-à-dire que la sécurité, c'est quand même une affaire qui est transverse à toutes les filières. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs métiers en fait dans la cybersécurité. Si quelqu'un me dit bonjour, je suis ingénieur en cybersécurité, en fait, c'est trop général pour une conversation trop spécialiste, j'ai envie de dire, parce qu'on va avoir les pentesters, on va avoir ceux qui font de l'infrastructure, on va avoir la sécurité applicative et j'en passe. Donc déjà, il faut voir un petit peu quelles sont les spécialisations. Donc pour les gens qui font déjà de l'informatique, ça peut être intéressant de partir déjà des compétences initiales et de voir comment glisser vers une spécialisation. Par exemple, quand on est déjà administrateur système, on peut vite se retrouver, par exemple, à s'occuper des manuels qui vont expliquer comment sécuriser tel ou tel réseau, des choses comme ça. Et quand on est déjà développeur ou architecte, on va plus glisser vers la sécurité applicative, hein, juste par exemple. Donc ça peut se faire progressivement et surtout c'est un milieu où la formation est encore assez hésitante, c'est-à-dire que les masters et les choses qui existent sur le marché sont récentes. Donc les RH n'ont pas forcément beaucoup de recul et puis surtout on sait que le milieu continue d'évoluer en permanence. À propos de ce que je disais à propos du jeu et du gendarme et du voleur, hein, c'est-à-dire que les hackers dont on va vraiment chercher à se prémunir en entreprise, ces formations-là, ils les ont suivies aussi hein, à leur façon. Donc montrer qu'on est sur une recherche de formation continue, parce qu'on dira toujours qu'une tête bien faite est mieux qu'une tête bien pleine. Donc continuer à s'intéresser à l'actualité, montrer qu'on connaît les mots-clés et les sites qui comptent dans le milieu, c'est-à-dire par exemple typiquement ça va être le WASP, qui est une référence incontournable en termes de base de données de connaissances, mais également de tips de base pour savoir comment tester tel ou tel point de vue, tout ce qui est mitre, attaque. Et à partir de là, je pense que même si on n'est pas capé avec une formation titrée du système, ça va plus intéresser l'œil, je pense, d'un recruteur qui connaît son boulot, de savoir que la personne peut aller chercher elle-même l'information, la remonter peut-être autant qu'une formation en bonne et due forme. Et dans le cadre d'une formation en bonne et due forme, pas hésiter non plus à mettre des exemples concrets de ce qu'on a appris et de la mise en application. Parce que juste en fait, ingénieur en cybersécurité, ça peut être bien dans certains contextes quand on veut se la péter un peu, mais face à un RH d'une société vraiment spécialisée dans le système, ça va être un peu trop flou en fait. C'est vrai que les RH ont besoin aussi d'être formés sur les métiers de la cyber. Juste pour une information pour les personnes qui sont avec nous, on a publié l'année dernière en sepsis un livre. Je ne porte pas de suite la capuche, pourtant je travaille dans la cybersécurité. Le livre en fait est composé de 3 chapitres. D'abord tous les métiers de la cyber, et je me suis inspirée d'une étude qu'on a réalisée avec l'OPIEC en 2017 sur les métiers de la cyber. Il y en a beaucoup de métiers, hein, ce que tu viens de dire, Cécile, c'est très très riche. Ingénieur cyber, ça suffit pas, il y a énormément de choses autour. Et deuxième chapitre du livre, toutes les formations, et je te rejoins là-dessus, les formations. Aujourd'hui, il faut savoir que sur 6000 postes ouverts en France, on ne forme que 1000. Donc, il y a un déficit de 5/6 en fait. Donc, on ne forme pas assez. Et puis, la troisième partie du livre, c'est des femmes rôle modèles qui vont parler de leur métier. Nous avons beaucoup de questions, beaucoup de questions. C'est une table ronde assez dynamique. On va essayer de répondre aux questions en commençant par la première question. C'est Madame Myriam Benhamed qui pose la question: comment avoir la chance de travailler en cybersécurité? Par contre, les offres demandées pour les experts. Alors oui, ça c'est vrai. Je pense que par défaut, les RH veulent des experts. Bon, faut savoir qu'ils en trouvent pas forcément, ou en tout cas pas au prix qu'ils voudraient. Donc à un moment donné, faut quand même essayer de postuler et puis de voir un petit peu ce que ça donne, hein. De toute façon, toutes les entreprises ont des bases de données pour conserver les CV. Donc je pense que ça vaut toujours le coup d'envoyer un CV puis d'expliquer qu'on voudrait faire ça, ça et ça. Et si possible, essayer davantage de passer peut-être même par le personnel technique que les RH. Alors après, ça dépend vraiment de la structure. Je sais que, par exemple, Sopra a l'entité I2S, hein, où je travaille, où encore une fois,
Les RH, d'ailleurs, nous suivent beaucoup pour Managed Cyber. Je sais donc que ces personnes-là, elles vont être capées pour lire un CV de sécurité et savent à peu près de quoi on a besoin. Je ne sais pas sûr si c'est le cas pour toutes les entreprises, on va dire plus généralistes, qui n'ont pas forcément un pôle dédié à la cyber, par exemple. Oui, ça rejoint. Ouais. Pardon? Non, je te laisse, vas-y. Non, mais c'est la même question d'Alison qui pose la même question. Elle dit qu'à chaque récemment diplômée, à chaque entretien, on me dit que je manque d'expérience. Comment faire? Alors effectivement, c'est quelque chose qui est compliqué. Je sais que nous, on recrute beaucoup de stagiaires directement après la formation parce que bon, les stagiaires, on considère qu'on les forme, donc après, on essaie de les garder. Pour attaquer directement le milieu, ça dépend vraiment de la spécialité, mais il faut pouvoir démontrer que même en recherche, même si on n'a pas encore travaillé là-dedans officiellement, on est capable de faire des choses qui ont des liens par rapport au poste qu'on cherche, par exemple, pour tout ce qui est pen test, Blue Team, Red Team, hein, donc tester l'attaque sur un réseau ou au contraire le défendre. Il y a souvent des CTF qui sont organisés un peu partout en France, bon, un peu moins depuis le confinement, mais Sopra on a organisé avant et j'espère que ça va être de retour. Ça, c'est quelque chose où dire j'ai participé à tel événement. Ça montre vraiment un goût pour la sécurité également et une envie de se lancer là-dedans. Après, ça peut être différent en fonction de chaque spécialité. On parlerait par exemple de sécurité applicative. Je dirais que quelqu'un qui peut me démontrer sur sa lettre de motivation qu'il a une certaine connaissance, par exemple, de la façon de sécuriser les vulnérabilités les plus courantes, c'est démontrer déjà une très forte appétence sur le système. Parce que là, mes collègues, quand ils m'ont recruté, ils savaient très bien qu'au départ, j'avais un background qui était vraiment dev. Mais à partir de là, c'est quelque chose sur lequel j'ai pu m'adapter assez rapidement, justement. D'accord. Il y a aussi, je pense, une question RH aussi. Il faut former les RH au métier de la cybersécurité parce que c'est vrai, c'est de nouveaux métiers et c'est un peu compliqué de lire un CV, même si on est débutant. On peut avoir déjà fait des choses et c'est toujours nécessaire. Toujours important aussi de les former quand ils arrivent en entreprise. D'ailleurs, ça rejoint une autre question sur les formations, en fait. Peut-être Nathalie, quelles sont les formations qu'on peut faire en mode autonome ou des formations gratuites? Alors, je ne sais pas ce qu'il existe comme formation gratuite. Moi, je bénéficie d'un outil applicatif en interne qui propose plein de formations. Donc, il me suffit de chercher par mots-clés ce que je souhaite trouver. Franchement, j'ai peu d'expérience pour dire qu'est-ce qui peut être fait en externe et se former tout seul. Moi, j'ai pu bénéficier d'un programme complet par le groupe BNP Paribas et par ma société Personal Finance. Donc, c'est vrai que de ce côté-là, moi, j'ai été beaucoup aidée puisque j'avais déjà un programme qui était établi et qui passait par des choses techniques ou des certifications. Voilà, donc c'est compliqué pour moi de dire plutôt, allez choisir plutôt ça et ça, et ce que vous pouvez trouver gratuitement. J'avoue que je ne sais pas. Oui, Cécile, ça a une idée où on peut se former gratuitement? Alors, je viens de mettre 3 liens dans le chat où les utilisateurs, là où les gens qui nous regardent peuvent aller jeter un petit coup d'œil. Ce que je disais, c'est que l'OWASP et MitraTac, c'est 2 grandes références en matière de cybersécurité pour voir ce que c'est. Par exemple, que les vulnérabilités les plus courantes, on peut trouver des feuilles de triche sur comment utiliser telle vulnérabilité ou la corriger. RootMe, c'est très bien également pour s'entraîner. C'est pas nécessairement évident quand on n'est pas dedans parce que c'est pas facile de tricher, tout simplement. Mais ça permet déjà, simplement en notant ces sites et en allant un peu dessus, de se constituer une culture sécurité assez conséquente qui permet déjà de pouvoir répondre à quelques questions et montrer qu'on connaît un petit peu son sujet, par exemple. Après, c'est pas les seuls, loin de là, donc ça peut se trouver, on va dire, un peu partout. Même sur YouTube, j'ai vu des gens qui faisaient des choses assez intéressantes en expliquant comment faire dans telle ou telle situation.
Il existe également la WebGoat, donc, qui est un truc qui découle également de l'OASP, qui permet d'installer une application complètement véreuse sur son poste et puis après d'apprendre à la hacker ou au contraire de la corriger. Donc tout ça, ce sont des choses, en fait, quand on les cherche, on tombe dessus relativement facilement. Ça permet déjà d'avoir une certaine application et à partir de là, de s'entraîner et puis de montrer un petit peu ce qu'on sait faire. Parce qu'encore une fois, mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine. On le répète tout le temps. Et ce genre de truc, ça peut vraiment faire la différence. Oui, le MOOC de Nancy, on peut commencer par là aussi. C'est assez intéressant. Après, sur les formations gratuites, hein, c'est vrai que nous, au CEF6, hein, cef6.fr, et pour nous rejoindre, contact@cef6.fr. Vous allez voir qu'on propose des formations gratuites, qu'on propose du mentorat, qu'on propose de l'aide, et notamment pour le recrutement aussi, on propose pas mal d'aide. J'ai une autre question, et je crois que le timing arrive à bout. Cécile, on a une question. Je me demande, est-ce que vous voyez un sens dans votre travail en cyber? Si oui, lequel? Ah bah forcément oui, parce qu'il ne peut pas y avoir de bullshit job en sécurité, ou alors il faudrait vraiment aller le chercher très loin. C'est-à-dire que ce qu'on fait au quotidien, on sait très bien que ça va servir pour la sécurité et le bien de tous, c'est quelque chose qui est net. Donc par exemple, bon, ça a l'air bête à dire, mais si je travaille pour Airbus comme client, ce qui nous arrive assez régulièrement, c'est vrai que les avions, ça n'a pas d'incidence pour moi. Je pourrais être en train de sécuriser pour une entreprise qui fabrique des machines à laver, c'est vrai que ça ne changerait pas mon quotidien. Par contre, on est aux premières loges pour voir quand il y a une attaque sur le réseau, si on est au SOC par exemple, ou dans ce que je fais. On sait qu'après, les développeurs peuvent utiliser nos conseils et qu'on met souvent le doigt sur des trucs. On se dit, waouh, heureusement qu'on était passé par là, parce que sinon, qu'est-ce que ça aurait donné? Donc, on a quand même toujours cette plus-value où, oui, parfois, c'est vrai que niveau sécurité, on peut paraître un peu casse-pied, aussi très bien placé, par exemple, quelle est l'incidence de nos métiers. Donc là-dessus, c'est pour que je vois qu'elle trouvait quelque chose que j'ai trouvé très satisfaisant. Hein. Bon, après, il peut y avoir des points plus négatifs parce qu'on voit sans doute le milieu qui s'impose le plus de mots de passe et comme on a besoin de travailler au-delà des restrictions des utilisateurs lambda en matière de sécurité, on passe notre temps à se prendre des alertes de sécurité dans tous les sens qu'on doit refaire bien derrière nous parce que parfois, quand on regarde certains trucs, c'est inévitable. Mais en matière sur le sens du travail, depuis que j'ai commencé, j'ai jamais eu le moindre doute. Oui, une question pour toi encore, Cécile. J'ai Josiane qui nous dit que j'ai postulé chez Sopra en candidature spontanée, je n'ai jamais eu de réponse. Alors ça, faudra voir avec les RH de Sopra qui nous écoutent. Hein, je crois qu'il y en a une ou deux. Donc, je les laisserai répondre peut-être à cette question et s'en emparer. Ouais. Voilà, parce que bon, je ne regarde pas les CV. Donc, de temps en temps, on me demande de les lire ou de tester un peu les candidats, mais malheureusement pas cette fois-ci. Oui, et question peut-être pour Nathalie, et je pense que ce sera la dernière, parce que là on arrive, parce qu'il y a une autre table ronde juste derrière. Est-ce que, je pense que vous avez déjà répondu toutes les deux à cette question, mais ça vaut la peine de répéter pour Myriam. Est-ce que vous avez dû faire face au sexisme dans le début de votre carrière en cyber? Si oui, comment vous avez gardé le moral et surpassé la situation? Alors moi, personnellement, jamais. Voilà. Je n'ai jamais eu ce souci depuis que j'ai intégré une équipe, l'équipe cyber. Faut dire, ça ne s'est jamais posé. Pourquoi une femme? Non. Enfin, non. Rien du tout. Et de toute façon, le groupe BNP Paribas prône pour éviter ce genre de situation et on est régulièrement formé au sexisme dans l'entreprise. Donc, franchement, ce n'est pas un sujet qui est courant chez nous et moi, je n'ai jamais eu de problème dans l'intégration de l'équipe cyber. Voilà, alors moi non plus, mais par contre, j'aurais peut-être quelques remarques à faire à ce niveau-là. D'une part, en fait, le nombre de femmes n'est pas proportionnel au risque de subir du sexisme ou pas dans une entreprise. Là où j'ai le plus de problèmes dans ma carrière à ce niveau-là, c'était pas du tout en cybersécurité, c'était sur la conception d'un logiciel documentaire où sur 10 personnes, on était 4 développeurs, dont 3 développeuses.
Voilà, et là, les petites blagues qui allaient tout le temps dans tous les sens, c'était très proche du harcèlement sexuel d'ambiance. Par contre, c'était une start-up, donc absolument rien à voir avec ce prestataire ni le milieu de la cybersécurité. Par contre, juste, c'est pas forcément proportionnel donc au nombre de femmes dans l'équipe. Donc, ça peut extrêmement bien se passer alors qu'on est la seule femme de l'équipe, d'une part. Et d'autre part aussi, de toute façon, les gens qui vont faire de la cybersécurité, ce qui les intéresse, c'est l'informatique. Et après, des gens maladroits ou des gens mal intentionnés, il peut y en avoir partout. Donc, il n'y a pas de raison qu'on soit plus épargné que d'autres secteurs. Par contre, on n'est pas plus touché non plus. Oui, 1 minute pour une dernière question pour toi encore, Cécile. Comment faire pour occuper un poste de pentester ou pentesteuse? Alors en fait, c'est des postes qui sont relativement accessibles même à des gens relativement jeunes. Les pentesters que je connais, souvent ils avaient aux alentours de la trentaine. Souvent ils commencent dans des SOC à faire tout ce qui est blue team, et puis de là en fait c'est vraiment des milieux où oui, des formations qui existent, mais surtout ça va se faire beaucoup les mains dans le cambouis, parce qu'encore une fois on est dans un milieu qui compte, où en fait le succès technique entre membres IT, ça va compter plus que le diplôme. Donc c'est vraiment une question de pouvoir entrer dedans. Et ensuite, il y a des formations de hacker éthique qui existent. Donc en fait, c'est un milieu qui va être extrêmement proche des données de hack, mais avec des liens légaux, parce que bien sûr, il faut respecter le cahier des charges que l'entreprise demande sur la zone qu'ils vont devoir investiguer. Donc pour ça, il faut mieux se rapprocher des entreprises qui ont des SOC ou qui embauchent des spécialistes en fait des SOC, parce que c'est vraiment un métier à part dans la cybersécurité, avec des astreintes, avec des contraintes spécifiques, et je dirais de commencer par travailler en SOC peut-être avant d'attaquer le métier de pentester en indépendant qui existe aussi. Merci beaucoup Nathalie, merci beaucoup Cécile, merci à vous toutes et à vous tous pour cet échange. On a encore beaucoup d'autres commentaires, mais on arrive à la fin de la table ronde malheureusement. Ce sera pour une autre fois. Merci pour cet échange très très riche. Moi, je vous retrouve très très vite dans 10 minutes sur la table ronde suivante avec d'autres parcours, d'autres femmes modèles, d'autres rôles modèles auxquels, mesdames, vous pouvez aussi, vous aussi, qui êtes aujourd'hui présents avec vos CV. On vous espère, bien sûr, on espère que vous trouvez le job de votre rêve. Passez une excellente journée et à très bientôt. Au revoir. Merci à vous. Merci.